Bonsoir à tous, le tour d'horizon de l'actualité de ce jeudi avec au menu la coopération Côte d'Ivoire-Corée du Sud, le ministre coréen de l'Agriculture reçu par le vice-président de la République, Thiemoko Melie-Kone. La Corée va soutenir la Côte d'Ivoire dans la production de semences de riz à haut rendement avec pour objectif l'augmentation de la production locale de riz PADA de 650 000 tonnes sur les 5 prochaines années. La lutte contre l'orpaillage clandestin et illégal fait l'objet d'une rencontre, celle des acteurs, à savoir exploitants miniers et union des entreprises du monde agricole et forestier. Le rendez-vous d'Abidjan a pour but de présenter les actions menées et définir le rôle que le secteur privé agricole pourrait jouer dans la lutte contre ce phénomène. Et puis l'édition 2023 du sommet des leaders du monde contre le cancer a réuni à Long Beach, en Californie, 350 dirigeants d'organisations de lutte contre le cancer venus du monde entier. L'objectif était de trouver des solutions aux enjeux liés à l'accès aux soins contre le cancer. Le vice-président de la République, Thiemoko Melie-Kone, a échangé ce jeudi avec le ministre coréen de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. La Corée va soutenir la Côte d'Ivoire dans la production de semences de riz à haut rendement. Il s'agit d'augmenter la production locale de riz paddy. On fait le point avec Viviane Aimé. La Côte d'Ivoire va bénéficier au même titre que 8 autres pays africains du grand projet baptisé Ceinture du riz coréen, initié par la République de Corée dans le cadre de son aide publique au développement. L'objectif, aider ces différents pays à développer leur production locale de riz afin de réduire leur dépendance aux importations. Présent à Abidjan dans le cadre de la signature du protocole d'accord avec le gouvernement ivoirien, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de la République de Corée, Chung Wang-keun, s'est entretenu ce jeudi 19 octobre au palais présidentiel avec le vice-président de la République, Kone Thiemoko Melie. Le ministre sud-coréen a exprimé la réelle volonté et la disponibilité de son pays à apporter son expertise à la Côte d'Ivoire en raison de liens historiques entre les deux pays. La Côte d'Ivoire, c'est le tout premier pays africain avec lequel la Corée du Sud avait établi des relations diplomatiques. Et la Côte d'Ivoire constitue un pays de plaque tournante dans l'Afrique de l'Ouest, s'agissant de la coopération internationale du gouvernement coréen. Et justement, lors de l'Assemblée générale à New York des Nations Unies, Monsieur le vice-président Kone avait eu un entretien avec son Excellence Monsieur le Président de la République de Corée. Et dans le cadre des mesures de suivi suite à cet entretien, dont je suis venue ici en Côte d'Ivoire pour approfondir les échanges et de coopération avec la Côte d'Ivoire. Et nous avons le projet K-Rice Belt, la ceinture du riz coréen, lancé par le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales de la Corée du Sud. Nous avons conclu le protocole d'accord avec votre gouvernement. Donc ce sont des sujets que nous avons abordés lors de l'entretien avec Monsieur le vice-président Kone. Et la Corée du Sud dispose des expériences et technologies concernant une croissance rapide et intense de son économie. Et dans ces secteurs-là, nous allons coopérer de manière très étroite et ces liens de coopération seront réciproquement bénéfiques. D'une superficie d'à peine 100 210 km², la République de Corée est membre du G20, le groupe des 20 pays les plus industrialisés du monde. Elle occupe le rang de 10e économie mondiale et 6e exportateur mondial. Très bon positionnement grâce notamment aux institutions fortes. Le Sénat ivoirien l'a bien compris. Sa nouvelle présidente veut tout mettre en œuvre pour faire de la Chambre haute un modèle au service des populations. Kandia Camara a accordé une interview exclusive à la RTI après son élection. Herman Guivi. Elle est la toute première femme à occuper le poste de présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, élue par ses pairs sénateurs avec 91 voix pour 97 votants. Dans ses habits neufs, de nouvelle présidente du Sénat, Kandia Camara marque sa reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara, et aux sénateurs pour leur soutien.
la volonté de Dieu s'exprime sur terre à travers des hommes. Et Dieu est passé par son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, qui m'a fait l'insigne honneur de me désigner pour candidater au poste de président du Sénat. Je voudrais lui exprimer toute ma gratitude, toute ma reconnaissance, ainsi que celle de l'ensemble des membres de ma famille. Mes collègues sénateurs et sénatrices qui ont porté leur choix sur ma personne et qui m'ont élu comme présidente du Sénat ivoirien. Une élection à valeur de symbole qui marque tout l'intérêt des autorités ivoiriennes, des sénateurs et du président de la République, Alassane Ouattara, dans la promotion de la question du genre. Je voudrais dire aux femmes de Côte d'Ivoire que c'est encore un autre message que le président Alassane Ouattara nous donne. C'est un autre signal qu'il donne à la femme de Côte d'Ivoire pour dire qu'il faut croire, il faut oser, il faut travailler, il faut se battre, il faut faire preuve de courage. C'est de dire aux femmes de Côte d'Ivoire, il faut avoir de l'audace, il faut espérer. La toute nouvelle présidente du Sénat ne manque pas de remercier son prédécesseur pour la qualité du travail abattu avant de révéler ses grands chantiers. Le président Aoussouf Jano, je voudrais, au nom de tous les sénateurs de Côte d'Ivoire, lui rendre un vibrant hommage pour ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire à travers le très bon fonctionnement du Sénat et ce qu'il a apporté aux sénateurs et aux sénatrices de Côte d'Ivoire. Évidemment, je voudrais pouvoir compter sur sa grande expérience pour m'aider dans cette haute fonction. La première des choses à faire pour moi, c'est naturellement de mettre en place le bureau du Sénat. Je vais entamer des discussions avec les différents groupes parlementaires et les responsables des partis politiques aussi pour mettre en place un bureau consensuel. Nous entamons la session budgétaire. Donc nous allons nous préparer à accueillir ici le ministre du Budget. Et cela, évidemment, demande une bonne préparation de la part des sénateurs. Nous allons continuer le contrôle de l'action gouvernementale. Nous allons continuer d'aller sur le terrain pour les visites et les infrastructures. Et Dieu seul sait combien de fois elles sont nombreuses en ce moment. Et donc, ça va nous permettre de nous rendre compte aussi du développement de la Côte d'Ivoire, du changement qualitatif de notre pays. L'élection terminée, Kandia Camara, président du Sénat de Côte d'Ivoire, peut compter sur le soutien de ses pairs sénateurs qui lui ont fait la promesse de tout mettre en œuvre pour l'accompagner dans la mise en œuvre de son plan d'action à la tête de l'institution. L'ancienne ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de la diaspora a passé le flambeau à son successeur, Léon Adom Kakou-Wadja. La cérémonie a été présidée ce jeudi par le secrétaire général du gouvernement, Roger Charlemagne-Da, en présence du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, Wotabuna Ouattara, et celui délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie, Adjé Silas Mech. Les détails dans nos prochaines éditions. Même sujet, cette fois avec des acteurs différents. On se rend au 8e étage de l'immeuble Siam au Plateau où s'est déroulée ce jeudi la passation de charges entre le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, et le ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, Ibrahim Khalil Konaté. Didier Nguessan. Ibrahim Khalil Konaté reçoit les dossiers liés à sa nouvelle charge de ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation des mains du ministre Amadou Koulibaly, qui était chargé du numérique pendant les 18 derniers mois. Sous la gouvernance de ce dernier, plusieurs projets ont été réalisés. Nous avons travaillé à mettre en œuvre les stratégies nationales du numérique, de l'innovation et de la cybersécurité 2021-2025. Nous avons ensuite contribué à la mise en place du Comité national de digitalisation, dont la mission consiste à donner plus d'harmonie à toutes les initiatives de digitalisation de notre pays.
Des chantiers de digitalisation qui vont se poursuivre pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Je voudrais à nouveau remercier le ministre Amadou parce qu'il m'a fait gagner 3 à 6 mois. Cela me permettra bien entendu, chers frères, d'être efficace et de répondre avec efficacité à ce que le président attend de nous. Le ministre entrant a été élevé au grade de commandeur de l'ordre du mérite des télécommunications par son prédécesseur. Le secrétaire général du gouvernement, Dash Allemagne, qui a supervisé cette passation de charge, a annoncé la disponibilité de la signature électronique de l'ensemble des membres du gouvernement en prélude au chantier de e-Conseil des ministres et du e-Conseil du gouvernement. Je vous amène à faire connaissance avec un nouveau membre du gouvernement. Professeur Wotabounan Ouattara est le ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Mama Traoré, portrait. Wotabounan Ouattara, ou le profil taillé sur mesure pour le poste de ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. À lui seul, il cumule plus de 20 ans d'expérience sur les problématiques de l'intégration. C'est d'ailleurs cette expérience qui lui a valu d'être nommé le 11 septembre dernier au poste de secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, après avoir été directeur de cabinet du ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères dans le précédent gouvernement. De 2009 à 2011, il est chercheur senior à la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES, avant d'être sollicité par le think tank West Africa Institute basé à Praia au Cap-Vert comme directeur de programme. Au sein de l'administration ivoirienne, il fut 10 années durant directeur général des politiques d'intégration. C'est à ce titre qu'il a conçu et mis en œuvre le premier plan stratégique de l'intégration en Côte d'Ivoire. Sur le plan académique, professeur Wotabounan Ouattara a le grade de maître de conférences agrégé et celui de professeur titulaire des universités dans le domaine des sciences économiques depuis 2015. De 2019 à 2022, il a exercé les fonctions de directeur de l'école doctorale des sciences économiques, juridiques, politiques et de gestion de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. En 2021, le nouveau ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur est nommé ambassadeur par décret. La même année, il est distingué officier de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Ils sont au nombre de 4, les membres entrant à la KIDP, Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. La cérémonie de prestation de serment de ces nouveaux commissaires s'est tenue ce mercredi à la Cour d'appel d'Abidjan, suivie de passation de charge entre la nouvelle présidente Anne-Marie Payne et Kébé Yacouba. Le point de Sidonie Davila. Ils ont tous proclamé « Je le jure » en une cérémonie solennelle tenue ce mercredi devant la Cour d'appel d'Abidjan. 4 nouveaux membres de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, KIDP, ont prêté serment. Ce serment marque ainsi leur engagement public envers la défense du droit à l'information et de l'accès aux documents publics pour les citoyens. Nous avons conscience de la responsabilité qui est nôtre, surtout qu'il s'agit de l'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics pour permettre aux citoyens d'interagir avec les gouvernants et aux gouvernants de mieux capter les besoins des citoyens. Lors de cette cérémonie, les nouveaux commissaires ont été mis face à leurs responsabilités par le réquisitoire, soulignant l'importance de leur rôle au sein de la KIDP. C'est le lieu d'appeler votre attention sur le fait que la KIDP est née de la volonté des pouvoirs publics d'octroyer au peuple un pouvoir de contrôle sur ses décisions, d'afficher la transparence dans la gestion des affaires publiques, de promouvoir la démocratie ainsi que la bonne gouvernance et enfin d'associer le peuple au processus de prise de décision institutionnelle. Profession de foi de nouveaux membres au palais de justice et serment tout aussi similaire pour la nouvelle direction de la commission, cette fois à son siège. Anne-Marie Conan Payne reçoit des mains de son prédécesseur, Kébé Yacouba, premier président de la KIDP, les documents liés à ses nouvelles fonctions.
Aujourd'hui, la KIDP est devenue une institution reconnue, sollicitée et respectée. Nous avons présenté à ce jour 7 rapports, dont un rapport annuel, au président de la République au cours de ces 8 années. Le rapport 2022 va être incessamment rédigé et présenté à Madame la Présidente entrante de la KIDP. Ces réalisations sont le fruit du dévouement exceptionnel de l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette période. Nous avons pris l'engagement de remplir notre mission selon les règles déontologiques et professionnelles, en toute indépendance, en toute âme et conscience, pour nous inscrire dans les sillons tracés par M. le Président Kébé durant tout son mandat. Avec cette passation de charge et ces 4 entrants, un nouveau chapitre s'ouvre pour la KIDP qui continuera à jouer un rôle essentiel dans la promotion de la transparence et de la responsabilité. Le développement du secteur pharmaceutique en Côte d'Ivoire passe par le financement. Comment rendre ce secteur dynamique? Des réflexions à l'occasion des journées de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire tenues à Abidjan-Treichville. Khalil Diomandé. Identifier les systèmes de financement spécifiques au secteur pharmaceutique, former les pharmaciens sur le montage d'un projet de financement et informer les pharmaciens sur le processus de création d'une industrie pharmaceutique sont entre autres les objectifs de la 10e édition des Journées de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Pour atteindre ces objectifs, il faut franchir un certain nombre de paliers. Il faut un environnement à la fois juridique et un espace qui sera dédié à l'industrie pharmaceutique. Mais au-delà de tout ça, il faut le financement. Et c'est ainsi que nous avons donc ensemble décidé, avec les expériences des autres pays parmi les pays invités, à venir voir quels sont les mécanismes qu'on pourra mettre en place pour assurer le financement de l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire, de sorte qu'on puisse être autosuffisant. Face à plusieurs défis en matière de financement de l'activité pharmaceutique, notamment le manque de ressources financières dédiées à l'industrialisation, la dépendance vis-à-vis des financements extérieurs provenant d'organisations internationales, il est temps de réfléchir et de trouver des voies et moyens pour mobiliser un financement selon le parrain. Solliciter des expertises diverses pour nous permettre de nous accompagner dans ce volet-là et aussi l'accompagnement que nous attendons de ce point de vue de l'État de Côte d'Ivoire qui a également un rôle important en termes de santé des populations. Cette édition, c'est un véritable engouement, des échanges de connaissances entre pharmaciens ivoiriens et ceux venus de l'extérieur. Il y a un véritable engouement pour les relations, un échange entre les Africains, Sud-Sud, un enrichissement Sud-Sud, un partage d'expériences, en l'occurrence aujourd'hui sur les modalités d'investissement dans les différents pays. C'est vraiment une réussite, rassembler l'ensemble des pharmaciens qui sont les meilleurs spécialistes du médicament, débattre des enjeux actuels du secteur pharmaceutique. Je pense que c'est une édition qu'il faut mettre au centre aussi des préoccupations de nos États, notamment la couverture maladie universelle. Et le thème de cette année, le financement de l'activité pharmaceutique, c'est très important pour que les pharmaciens puissent maîtriser non seulement la chaîne de production, mais également jouer convenablement leur rôle en tant qu'acteurs de santé. Ces différentes journées de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire ont été meublées par des stands de produits pharmaceutiques de plusieurs pays africains. Pour rappel, ces journées représentent depuis 24 ans la confraternité, l'union et la mise avant du savoir-faire des pharmaciens. Le reportage de Christ Diomandé commenté par Abou Sanogo. 400 ordonnateurs des ministères et institutions, des districts autonomes, des établissements publics nationaux, des agences comptables de projets et des collectivités territoriales sont outillés sur les conséquences de la gestion de fête. Initiative de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique afin d'améliorer la gestion des deniers publics. On voit cela avec Dangui Dangui. Défini comme le maniement des ressources publiques par une personne qui n'en a pas le droit, la gestion de fait tend à prendre de l'ampleur. Et le Trésor public est préoccupé par une gestion saine et surtout dans les règles de l'art des deniers publics.
D'où l'organisation ce jeudi de la journée de sensibilisation des ordonnateurs sur les conséquences de la gestion de faits. Initiative par ailleurs bien accueillie par la plupart des 400 bénéficiaires. Nous pensons que véritablement c'est bienvenu cet atelier-là et nous repartons en tout cas regarnis et nous sommes prêts à observer toutes les règles concernant cette gestion-là. On a bien compris que l'ordonnateur prend les décisions, mais que c'est le comptable public de l'État qui est habilité à manier les deniers publics. À l'ouverture de cette journée de sensibilisation, le Trésor public a souligné les enjeux et la nécessité de revenir à l'orthodoxie de la finance publique. J'insiste pour dire que cette journée de sensibilisation est le cadre approprié pour instruire les acteurs de l'exécution budgétaire sur les conséquences de la gestion de faits. L'objet de ce dispositif étant de rétablir l'orthodoxie des finances publiques à travers notamment l'application stricte du principe de séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable. Cette journée de sensibilisation sur les conséquences de la gestion de faits est marquée par plusieurs présentations, notamment celle sur le principe de séparation des pouvoirs entre ordonnateurs et comptables et l'exclusivité des comptables publics en matière de maniement des deniers publics. On le disait en titre, la lutte contre l'orpaillage clandestin et illégal fait l'objet d'une rencontre, celle des acteurs, à savoir exploitants miniers et unions des entreprises du monde agricole et forestier. Le rendez-vous d'Abidjan a pour but de présenter les actions menées et définir le rôle que le secteur privé agricole pourrait jouer dans la lutte contre ce phénomène. En ligne de mire, une agriculture durable. Lanciné Bakayoko. Toutes les études le confirment. L'orpaillage clandestin est devenu une catastrophe pour la biodiversité et un facteur de désintégration des équilibres socio-économiques. Il provoque notamment l'insécurité alimentaire liée à l'abandon des activités agricoles au profit de l'exploitation artisanale de l'or. Pour faire face au phénomène, les autorités ont mobilisé d'importants moyens institutionnels et un dispositif préventif qui tarde à montrer l'efficacité attendue. Après 2 années de mise en application, nous voulons aujourd'hui savoir quels sont les impacts des recommandations que nous avons pu faire sur l'agriculture en Côte d'Ivoire. Les moyens, il faut les améliorer parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il faut mettre une plateforme d'éveil sur les sites. Les évaluations, du moins ce nouveau dispositif consultatif engagé par le secteur privé, devraient déboucher sur des actions complémentaires aux dispositifs préventifs existants. Dispositif préventif qui a tout de même permis quelques avancées. Toute la mafia qui était installée au niveau des différents acteurs a été mise sous scellé. Aussi, l'administration a regardé réellement l'accélération des délivrances des autorisations qui sont très profitables aujourd'hui. Il faut dire aussi que nous, les acteurs en tant que tels, nous sommes en train d'être sensibilisés par rapport à la déclaration des différents types de production. L'enjeu est d'amener les acteurs du secteur à se mettre en règle, d'autant que l'orpaillage peut être une activité génératrice de revenus et pourvoyeuse d'emplois décents. Nous pensons que la partie faible actuellement, c'est, on va dire, que cette collaboration sur le terrain avec les acteurs, notamment le ministère de l'Agriculture, le ministère des Mines. Nous avons besoin qu'il y ait une collaboration entre toutes ces entités-là et l'UNEMAF afin qu'on sente sur le terrain les avancées de nos recommandations. Au moins 500 000 personnes exercent dans les mines artisanales orifères. Le gouvernement mise sur l'or pour porter la part des mines dans le PIB à 6%. Cet objectif devrait être atteint en augmentant la production d'or à 65% d'ici 2025. Une nouvelle émission fait son entrée dans les programmes de la RTI. Parlons élevage est une télé-réalité qui mettra en compétition des jeunes passionnés par le domaine des ressources animales et halieutiques. Présentation. L'élevage, désormais au cœur des programmes télévisés du groupe RTI. À compter de ce vendredi 20 octobre 2023, la télé-réalité baptisée Parlons élevage rejoint la palette des émissions diffusées sur RTI 1. Cette télé-réalité se veut une lucarne de promotion des opportunités d'investissement dans le secteur des ressources animales et halieutiques. Elle se présentera sous une forme de compétition mettant aux prises 2 équipes. Chaque équipe composée de 6 jeunes passionnés de l'élevage. Ces derniers sont appelés à relever des challenges liés au domaine des ressources animales. À leur côté, 2 coachs, et non des moindres,
Yodé et Siro. Au terme de l'aventure, l'équipe victorieuse sera gratifiée d'une ferme entièrement équipée et de mentoring de 6 mois. L'émission Parlons Élevage est produite par le ministère des Ressources animales et halieutiques en collaboration avec la structure NSI. Le ministre Sidi Timoko Touré incite la jeunesse à s'approprier cette télé-réalité afin de saisir toutes les opportunités qu'offre le secteur de l'élevage. Présenté par l'humoriste Priska, Parlons Élevage sera diffusé tous les vendredis à 20h50 sur RTI1. On se rend à l'intérieur du pays pour suivre l'installation de l'équipe du Conseil régional de l'Indéné-Guablin, dirigée par le président Wadja Essey, Herman Niamia. Les élections régionales passées ont consacré la réélection de la liste RHDP à la tête du Conseil régional de l'Indéné-Guablin, liste conduite par le président Wadja Essey, qui a été installé dans ses fonctions de président de cette institution locale par le préfet de la région de l'Indéné-Guablin, préfet du département d'Abengourou. À partir de cet instant, vous n'êtes plus les représentants d'un parti politique, mais vous êtes le représentant de toute notre région, dans la mesure où les différentes listes participeront à la gestion de notre région. Ce sont 6 vice-présidents qui vont l'accompagner dans sa mission qui consiste à apporter le développement aux populations de la région. Cette équipe que j'ai la lourde tâche de conduire est composée d'hommes et de femmes d'expérience qui œuvrent déjà chacun à son niveau pour le développement de cette région de Guablin. C'est une rencontre qui a mobilisé les conseillers régionaux sortants et entrants, les populations, les forces de défense et de sécurité et le corps préfectoral conduit par le préfet des régions. Joseph Pandro a invité l'ensemble de la population à soutenir le président du conseil régional élu et son équipe pour leur permettre de mener leur mission dans la sérénité. La paix de cette région vous incombe autant que les autres élus. C'est une œuvre collégiale qui a besoin du soutien de tous. Vous êtes conseiller, c'est à vous qu'il appartient d'accompagner le président. Et j'ose espérer qu'il en sera ainsi. L'équipe dirigeante du conseil régional de l'Indéné-Guablin comprend au total 52 membres, y compris les conseillers régionaux. Le maire d'Agboville rempile pour un 3e mandat après sa réélection lors des dernières municipales. Albert Achoncho a été porté à la tête de la municipalité. Eugène Atoubé. Salle de mariage de la mairie d'Agboville. Le conseil municipal procède au vote de celui qui va diriger la commune pour le prochain quinquennat. Le scrutin est supervisé par le préfet de la région de l'Agnibi-Tiassa, Siendou Koulibaly. Michou Albert a obtenu les voix de 37 des 48 conseillers municipaux votants. Parmi ces 6 adjoints, 2 sont des femmes. Nali Patricia et Kimou Bertine, respectivement, 3e et 6e adjoint au maire. Albert Ncho a traduit sa reconnaissance aux populations pour la confiance renouvelée et exprimé sa disponibilité à œuvrer pour leur bien-être. Il a aussi exhorté le nouveau conseil municipal à l'union et au travail pour le développement de la commune. L'engagement que j'ai pris depuis 2013, cet engagement demeure et je suis à la disposition de nos populations pour leur bien-être et pour que Agboville puisse être une véritable concrétisation. Nous ne sommes pas là pour prêcher dans le désert, nous sommes là pour dire ce que nous sommes en mesure de faire. Le préfet des régions, Siendou Koulibaly, a assuré le maire Albert Ncho de l'accompagnement du corps préfectoral et souhaité que règne l'amitié et la fraternité au sein du conseil municipal. Albert Ncho, candidat de RHDP, a été déclaré vainqueur des municipales à Agboville avec 47,10% des voix. Il est à son 3e mandat à la tête de la commune d'Agboville. En politique, le parti pro-Côte d'Ivoire a tenu à Yamoussoukro son tout premier congrès, 3 années après sa création. Ce parti politique a œuvré pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous apprend Kader Sogodogo. Pro-Côte d'Ivoire, ce parti naissant est à son premier congrès. Ce parti politique compte prendre toute sa place dans l'univers politique ivoirien. Son credo, œuvrer pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire, son développement et la cohésion entre ses enfants. Pro-Côte d'Ivoire veut tout simplement dire que aimons la Côte d'Ivoire.
Celui qui est pro-Côte d'Ivoire, tout de suite là, est en train de dire qu'il aime la Côte d'Ivoire, il est là pour la Côte d'Ivoire, il vit pour la Côte d'Ivoire, après Dieu, bien sûr. Pro-Côte d'Ivoire, ça veut dire que c'est facile pour Dieu et donc pour la Côte d'Ivoire. Nous, on a décidé de prendre soin de la Côte d'Ivoire. Ce tout premier congrès de Pro-Côte d'Ivoire, qui a eu pour cadre la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, a enregistré la participation de plusieurs délégués venus de toute la Côte d'Ivoire. Le reste de l'actualité en bref et en images. Au Ghana, près de 26 000 personnes ont été forcées d'évacuer leur maison dans l'est du pays à cause des inondations provoquées par plusieurs jours de fortes pluies. Les agriculteurs ont vu leurs champs complètement détruits et les écoles enfermées après le débordement de 2 barrages hydroélectriques. La région de la Volta est la plus touchée. Il s'agit des pires inondations enregistrées dans cette région depuis au moins 2010. Et puis l'édition 2023 du sommet des leaders du monde contre le cancer a réuni à Long Beach, en Californie, 350 dirigeants d'organisations de lutte contre le cancer venus du monde entier. L'objectif était de trouver des solutions aux enjeux liés aux soins contre le cancer. Jeannette Kagame, première dame du Rwanda, déplore un accès aux soins encore trop limité pour de nombreux groupes de population. Environ 40% des décès liés au cancer, l'équivalent de 4 millions, auraient pu être évités par la seule mise en œuvre de stratégies efficaces de prévention du cancer. Des stratégies possibles sur tous les continents, y compris dans les pays à faible revenu. C'est une réalité difficile à affronter, a-t-elle déclaré. Voilà, c'est d'ici que prend fin ce journal. Mais avant de nous quitter, sachez que demain vendredi, vous avez rendez-vous avec le sport dans le 13h. Vous saurez tout ou presque sur les préparatifs de la CAN 2023. Et ce sera tous les vendredis. Très belle nuit à vous tous. Dieu nous garde. Bonsoir.